Alors, vaste sujet que la transformation de la relation soignant-soigné. Docteur Bertrand Lièvre, alors vous êtes à un poste d'observation évidemment comment dirais-je, vous avez une large vision des choses, vous m'en avez parlé au téléphone, vous me disiez que bah oui, on est à une période, vous m'avez dit, attendez, je cherche vos propos, une période intéressante et paradoxale, est-ce que vous pouvez développer ? Je ne sais pas si je vais développer. D'abord, je voulais citer la parution de la plaquette du Psycom Santé mentale et numérique, qui est un outil quand même assez important qui vient de sortir, qui a été fait par l'équipe du Psycom dont Aude Caria est la directrice. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait rajouter le document qu'a fait le Forum Rétablissement, quelques ressources sur le web, quelques, pas tant. Vous mettez quelques, mais c'est un énorme travail que vous avez fait et qui ne figure pas, me semble-t-il, sur le document du Psycom. Alors moi, je remercie Cathy Maillot, que j'ai enfin rencontré en réel, j'allais dire, parce qu'on ne se connaissait pas et qui m'a coopté pour m'inviter à ce guet-apens, puisque je ne suis en rien du tout un spécialiste du numérique. Donc je me sens dans une place d'imposteur, mais avec laquelle il a bien fallu que je fasse quelque chose, c'est-à-dire un peu travailler et un peu aller lire ce qu'il en est. Depuis ce matin, j'entends beaucoup de choses, des TIC, comme on dit, technologies de l'information et de la communication, qui se sont largement développées. Moi, déjà, je ferai une différence assez simple entre les outils thérapeutiques numériques et les médias sociaux, parce que je pense que ça ne pose pas ni les mêmes problématiques, ni les mêmes questions au regard de la question qui est la nôtre, du rapport soignant-soigné. Les outils thérapeutiques numériques, on en a assez peu parlé. On a parlé des applications, mais on a assez peu parlé de la téléconsultation, de la téléexpertise, des algorithmes diagnostiques avec l'intelligence artificielle, de la télésurveillance, et on est passé de la e-santé à la m-santé, M pour mobile, et de la téléassistance. Moi, j'ai fait un petit audit dans les pratiques du Val-de-Marne, qui sont ce qu'elles sont. J'ai envoyé voilà, tout simplement des mails à tous mes collègues, j'ai fait ça à l'Apogéi. Par exemple, à l'Apogéi, on utilise à la fois des applications parce qu'on a une pratique autour des patients ayant un TSA, un trouble du spectre autistique. Donc on a des applications. On est en train de développer des robots affectifs, l'utilisation de robots affectifs inclus dans les pratiques de prise en charge des TSA. L'hôpital où je suis, comme je vous le disais, je ne vous montrerai pas mon portable professionnel parce qu'il est même difficile de répondre à un texto qu'un généraliste m'envoie, parce que je fais beaucoup de domicile, moi, et je rencontre les gens physiquement pour me demander des conseils. C'est-à-dire qu'on part, comme je vous l'ai dit, d'assez loin, même si certains services, un seul, utilisent une application pour de l'éducation thérapeutique et qu'actuellement, je l'ai appris à l'occasion de ce questionnement, Mondor est en train de développer une recherche sur les piluliers numériques. C'est quoi, entre parenthèses, un pilulier numérique ? C'est un pilulier qui permettra de donner une information sur la prise ou la non-prise, on va dire ça simplement, avec accord du patient, bien sûr. Et donc, c'est une aide à la compliance au traitement. On va voir après ce qu'il en est, parce que je n'ai pas d'informations précises. D'accord, donc voilà, ok. Le pilulier, si on l'ouvre, on le referme, c'est qu'on a pris le traitement. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, en même temps, on peut prendre le comprimé, le foutre en l'air. Et puis, absolument, mais ça, je crois que rien ne permettra de pallier à ce qui reste de la liberté pour chacun d'entre nous. Parce qu'on peut tous être amenés à prendre un traitement. Pour ce qui est des outils thérapeutiques numériques, on est à l'évidence dans une insuffisance de recours à ces nouveaux outils numériques. Et on ne peut pas d'emblée mettre en avant tous les questionnements éthiques, entre autres, qui existent réellement, mais qui sont, à mon avis, à avoir en tête, mais qui sont prématurés. C'est-à-dire qu'on voit le chemin à parcourir dans le faible équipement qu'a au moins le service public et une partie du médico-social. Et je pense qu'on a vraiment à développer ça. Et d'ailleurs, dans les études qui ont été faites, si on en voit d'emblée les bénéfices, du côté de la réduction d'isolement, de la sécurisation des pratiques, de la baisse du nombre de consultations ou d'hospitalisations non nécessaires, du gain de temps, de la réduction des coûts. Les freins principaux dans ce champ-là sont du côté
que le fait que ce soit une technologie peu connue des patients et peu utilisée. Je lisais, je ne sais pas si quelques études, 1% seulement de la population utilise la télémédecine ou la télésurveillance. Et les craintes des usagers, dont on peut tous faire partie, parce qu'on a tous accès au système de santé, sont du côté de la peur de la perte de contact humain. On rappelait l'importance de l'humain. La peur du médecine à deux vitesses, il y a eu des questions là-dessus. La peur du partage des données la peur du partage, oui, des données personnelles, et la peur d'un diagnostic de moins de qualité. L'idée pour moi, c'est qu'il faut d'abord informer, accompagner, établir une confiance et trouver ce que je vais appeler un équilibre entre la machine et l'humain, plutôt entre l'humain et la machine. À savoir que l'humain reste à l'évidence notre mode relationnel et que ça va être un plus qu'on va pouvoir apporter dans le cadre des pratiques thérapeutiques, et ce, en évitant toute objectivation déshumanisante de la relation soignant-soigné. Après, pour ce qui est des médias sociaux, alors c'est vrai que moi, j'ai pas vu le coup venir, je l'avoue, je me suis mis sur LinkedIn il y a un certain nombre de temps. J'étais pas très actif, je partageais de temps en temps, et puis je me suis dit, voilà, je me sens une responsabilité pour partager des choses qui me tiennent à cœur, et j'ai pas vu le coup venir. C'est-à-dire que ça a explosé, et ça demande un certain temps, et c'est d'ailleurs un peu périlleux. Ce matin, j'avais des questions que j'ai pas posées, parce que je sais que j'avais un temps de parole. Comment font certains pères aidants qui doivent être attaqués, parce que moi j'ai pu aussi subir quelques attaques personnelles directes. C'est pas évident de se retrouver dans une forme de visibilité. Contrairement à vous, nous on est formés en rien. C'est pas notre métier. Hein. Ça s'apprend sur le tas. Hein, peut-être que je poserai juste les 3 questions auxquelles j'ai des réponses, mais c'est peut-être un peu long. Pour les médias sociaux, mon constat, et c'est le constat des études, on est dans une forte présence des usagers, avec une libération de la parole. Ils ont bien compris que c'est un lieu d'entraide, ça favorise l'accès à l'information, et j'espère une nouvelle démocratie sanitaire qui sera au moins numérique. Je pense que ça l'est déjà. Et on est actuellement dans de vieux modèles, savoir-pouvoir, des modèles relationnels qui sont... en fait, dans le médical, on a un modèle qui est un peu contraire au modèle du numérique. Notre modèle à nous, ça privilégie la relation individuelle, la confidentialité, la construction et la circulation des savoirs formels. Et le médical est confronté à une révolution auquel, je crois, il n'est pas prêt, pas formé et pas accompagné. Pour moi, cette question, elle pose 3 questions essentielles. En quoi ces transformations de l'écosystème informationnel affectent la rencontre et les interactions avec le patient? Quels sont les impacts sur la relation soignant-soigné? Et enfin, et c'est une question qui me paraît importante, comment les soignants voient leur rôle évoluer dans ce nouveau contexte de soins? Et quelle présence des soignants et comment on s'y prend sur, entre autres, les médias sociaux? Parce que je crois qu'on a réellement une responsabilité. On peut dire que les outils, les informations sont erronées, mais si on n'y est pas, voilà. Je voudrais juste te dire une chose. Je lisais grâce à Patrick Stern ce matin, parce qu'en fait, vous savez, sur les réseaux, on n'est pas si nombreux que ça, je crois. C'est toujours un peu les mêmes. Les usagers pères aidants, usagers experts, il y a Céline, il y a Cathy, il y a Patrick Stern, il y a Lee. Les soignants n'est pas très nombreux, et Patrick mettait un post ce matin qui m'a permis d'apprendre qu'il y avait une fondation qui s'appelle Health on the Net, qui est en charge, à la demande de la Haute Autorité de Santé, de venir évaluer et valider les applications et les outils numériques. Donc il y a des choses qui avancent. Moi, je ne le savais pas si je n'avais pas été dans le tram sur les réseaux sociaux ce matin, mais il y a des choses qui avancent. Après, moi, les 3 questions, elles restent ouvertes. Voilà, j'ai des réponses au vu de ma place, j'allais dire, de praticien de secteur et d'acteur de la réhabilitation. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je ne sais plus quelle était votre question d'ailleurs. Finalement, moi, il me semble que vous y avez répondu et avec brio.